Aujourd'hui, on parle d'un objet autrefois assez banal dans une famille catholique, un certificat de communion. C'est un document qui a été trouvé en recyclerie, en Dordogne, et qui porte le nom d'une personne que l'on ne connaît pas. Le style du cadre s'accorde parfaitement avec le style de l'image, avec l'année indiquée, 1923. On voit que, en fait, tout est logique, cohérent, assez banal, mais plutôt charmant. Un élément nous a interpellés, puisque ce document est rédigé en allemand. Or, au début des années 1920, seulement un tiers de la population allemande est catholique. Et donc, ça nous a incité à vérifier dans quelle région d'Allemagne avait été célébrée cette cérémonie. Et c'était plutôt pratique parce que un des rares éléments manuscrits qui était entièrement lisible, c'était précisément le nom de la ville, Rumburg. On a fait aussitôt une vérification rapide avec Google Maps. La recherche nous redirige automatiquement vers une ville nommée Rumburg, qui est située en Tchéquie. Alors pourquoi un document en langue allemande dans une ville de l'actuelle République tchèque? En fait, Rumburg, aujourd'hui Rumburg, se situe dans un lieu particulier. C'est une ville de la région des Sudètes, région frontalière de l'Allemagne et de l'Autriche, qui est peuplée à 90% d'Allemands depuis le Moyen Âge. C'est donc une région potentiellement explosive et cela s'est confirmé assez rapidement. Rumbourg a été le cadre d'une tragédie humaine longtemps passée sous silence et qui s'est déroulée dans l'immédiate après-guerre. Et notre intuition, c'est que ce document, a priori anecdotique, est en fait à replacer dans un pan entier de l'histoire européenne. Alors on va décider de mener l'enquête pour voir d'une part dans quel contexte on peut réinsérer ce document et également pour essayer de comprendre pourquoi il s'est retrouvé à plus de 1500 km de son lieu de fabrication. Alors on va essayer en premier lieu de retracer l'origine de ce document dans le Rumburg des années 1920. Et pour cela, on va s'intéresser à l'étiquette qui se trouve au dos et qui porte le cachet de l'encadreur. C'est un certain Edmund Titz. On peut retrouver mention de sa boutique de miroiterie et d'encadrement dans un annuaire professionnel de 1926. On peut également retrouver son adresse sur un forum consacré aux habitants de Rumburg et on apprend qu'il tient boutique au 16 de Klostergasse. Une carte postale nous montre une rue paisible, cossue, commerçante. L'objet qui nous intéresse aujourd'hui témoigne donc d'une cérémonie religieuse qui s'est déroulée à Rumburg en mai 1923. Il a été ensuite encadré, sans doute assez rapidement, dans cette même ville, et il n'a plus été modifié depuis. On peut dire qu'il est historiquement cohérent, mais géographiquement aberrant. Et ce document banal est en fait le jalon d'un destin personnel complexe. Il faut maintenant s'intéresser à la personne qui est mentionnée sur le document. L'enquête continue, mais cette fois-ci, il va bien falloir s'affronter avec ce qui est difficilement déchiffrable. Le nom est facilement lisible, Klinger, mais le prénom est pratiquement effacé. Nous avons affaire à une écriture cursive en langue allemande de 1923 et certaines lettres restent parfaitement énigmatiques. Nous avons alors tenté d'identifier les alphabets utilisés à cette époque. Le site internet germanophile en indique deux, le Sütterlin et le Kurrent. Le Sütterlin est rapidement écarté, nous nous basons donc sur le Kurrent pour déchiffrer les mots illisibles. Premier élément, le prénom de l'enfant. On procède en plusieurs étapes. On réalise une photo macro qui est ensuite retravaillée dans DaVinci Resolve pour rendre le document plus contrasté, plus facile à lire. Ce document est alors confronté à l'alphabet Kurrent pour identifier les lettres. La première lettre est facilement identifiée comme étant un E majuscule. La deuxième lettre pourrait a priori être une consonne. Sur cette base, on interroge des IA pour obtenir une liste de prénoms allemands couramment utilisés dans les années 1920, commençant par un E, suivi d'une consonne, et n'excédant pas 5 ou 6 lettres. De proche en proche,
On arrive sur une alternative féminine, ce peut être soit Emma, soit Erna. On revient alors vers l'alphabet pour examiner les lettres de près, et très rapidement, on se fixe sur Erna. Nous allons procéder de même pour identifier l'église dans laquelle a eu lieu la cérémonie. Cette fois-ci, nous partons de la liste des églises de Rumburg en décidant de les tester à partir de la plus importante. Il s'agit de l'église Saint-Barthélemy, qui a un statut particulier. En effet, c'est l'église du décanat, subdivision administrative du diocèse catholique. En allemand des Sudètes, dans les documents historiques de Bohême et de Moravie avant 1945, on utilise le terme Dekanalkirche pour désigner ce type d'église. Le mot Kirche étant imprimé, nous testons alors uniquement l'élément décanal, et une fois de plus, l'essai est parfaitement concluant. On en connaît donc maintenant un peu plus sur le sens de ce document. Une certaine Erna Klinger a fait sa communion le 17 mai 1923 dans l'église Saint-Barthélemy de Rumburg, une ville qui, au début des années 1920, est appelée le Petit Paris du Nord. C'est une ville prospère, avec des manufactures de tissus, des immeubles bourgeois, une place du marché à proximité de Saint-Barthélemy, une place que l'enfant a dû parcourir quotidiennement. L'étape suivante consiste à vérifier que Erna Klinger a réellement existé. Et nous allons nous lancer à la recherche des registres d'état civil tchèques qui sont consultables en ligne. Nous allons les trouver assez rapidement sur le site des archives régionales de l'État, un site qui est consultable en tchèque, en allemand et en anglais. On recherche en priorité dans les registres de Rumburg en espérant qu'Erna est bien née dans cette ville. Ces registres s'arrêtent à l'année 1913. Cela va nous permettre de trouver une Erna Maria Filomena Klinger, qui est née le 21 juillet 1912 et a été baptisée le 27 juillet. Comme le précise le registre, c'est une enfant légitime et catholique. On note une bonne correspondance de date entre ces différents éléments. Étant née en juillet 1912 et ayant fait sa communion en mai 1923, on peut dire que Erna est parfaitement dans la tranche d'âge. Le registre de baptême mentionne également ses parents. Son père est Eduard Wilhelm Klinger, représentant de commerce, et lui-même fils d'un Eduard Klinger, artisan tisserand à Rumburg. Sa mère est Maria Polak, fille d'Anton Polak, maître tailleur, et de son épouse Philomena. On devine que les prénoms de sa mère et de sa grand-mère ont fourni les deuxième et troisième prénoms d'Erna pour son état civil. La famille Polak habite Klostergasse au numéro 16, c'est-à-dire à la même adresse que Edmund Titz. La famille Polak, et par la suite la famille Klinger, habite ainsi dans le même immeuble qu'Edmund Titz. Celui-ci tient boutique au rez-de-chaussée, tandis que les premier et deuxième étages sont occupés par des logements. Une fois encore, les éléments recueillis montrent une bonne cohérence. Mais allons-nous être capables de suivre Erna au-delà de son baptême et de sa communion? Un fil nous est offert, car une main a ajouté sur l'acte de naissance la mention de son mariage, intervenu le 21 août 1941, avec un dénommé Kurt Karl Josef Panzner, né le 11 avril 1912 à Aussig, également dans les Sudètes, aujourd'hui Usti nad Labem. Mais en 1941, la situation des Sudètes n'est plus la même qu'en 1912 ou en 1923. Il faut donc faire un détour par l'histoire officielle de cette région du monde avant de revenir vers les registres d'état civil pour tenter de comprendre ce qu'il en vient d'Erna et de Kurt, puisque maintenant, nous n'avons plus affaire seulement à une personne, mais à un couple. À la chute de l'Empire austro-hongrois en 1918, les Sudètes sont intégrés dans la nouvelle République tchécoslovaque. Dès ce moment, la question nationale est explosive. Aux côtés des Tchèques et des Slovaques,
vivent environ 3 millions d'Allemands. Pour beaucoup de germanophones, le passage à un État tchécoslovaque centralisé a été perçu comme une perte de poids et de statut politique local, ce qui va nourrir des tensions durables. C'est dans ce contexte qu'évoluent des enfants comme Erna et Kurt, juridiquement tchécoslovaques, socialement germanophones, et pris dans une rivalité d'identité qui va s'aggraver dans l'entre-deux-guerres. Après l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en 1933, Berlin exige l'intégration au Reich des populations allemandes de Tchécoslovaquie et des territoires où elles vivent. Cela va se faire en plusieurs temps à partir de 1938 pour aboutir l'année suivante à la création d'un protectorat de Bohême-Moravie, d'un État slovaque allié au Reich et, pour ce qui nous concerne plus directement, à l'officialisation du rattachement des Sudètes à l'Allemagne. Les rues de Rumbourg portent les marques du nouveau pouvoir. Sur les lettres figure la carte de la Nouvelle-Allemagne et sur les timbres, la devise « Nous sommes libres ». C'est dans ce contexte qu'Erna et Kurt se marient en 1941. Leur certificat de mariage confirme ce que laissait percevoir le certificat de naissance d'Erna. Le couple appartient à la bourgeoisie moyenne, commerce, artisanat qualifié. On y retrouve la mention de Klostergasse comme lieu de résidence, dans le cœur actif de la ville, à proximité immédiate du café Henke, remodelé à la fin des années 20 et qui est alors un lieu majeur de sociabilité. Le mariage est préparé au sein de l'administration décanale de Rumbourg, mais il est célébré en Autriche, ce qui nécessite un déplacement de plus de 1000 km en temps de guerre. La cérémonie a lieu dans l'église annexe, Filialkirche, de Gaschar à Weissensee, en Carinthie. Ce choix est difficile à interpréter, mais il montre que le couple possède des connexions avec des milieux aisés, bien au-delà de la région des Sudètes. C'est ce qu'indiquent également les témoins de leur mariage. Johann Müller, aubergiste, a son établissement dans la localité même. Alois Pommer a, quant à lui, parcouru plus de 400 km. Il est professeur en radiologie vétérinaire à l'Université de Vienne et membre du Parti national-socialiste depuis 1940. En 1943, l'Allemagne entre dans une phase de guerre totale. Après la défaite de Stalingrad au début de l'année, le Reich augmente fortement ses besoins en soldats, ce qui entraîne davantage d'incorporations. Kurt, qui a alors 31 ans, est probablement mobilisé dans la Wehrmacht. Mai 1945, directement après la défaite de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie se reforme, ce qui s'accompagne aussitôt d'un basculement politique et social. Un cadre légal est mis en place par ce que l'on appelle les décrets Beneš, du nom du président de la Tchécoslovaquie, Edvard Beneš, qui a assuré le pouvoir en exil depuis 1940 et qui est officiellement élu en 1946. Ces décrets, promulgués très rapidement, entraînent pour environ 3 millions d'Allemands des Sudètes la confiscation de leurs biens, le retrait de leur citoyenneté et, à terme, leur expulsion. Un témoignage, publié sur le forum de Reddit Les Sudètes 70 ans après, montre l'enchaînement de l'effet des différents décrets. Mes grands-parents du côté de ma mère ont été expulsés de chez eux dans les Sudètes après la guerre. Après avoir été condamnés à des travaux forcés pendant un certain temps, ils ont pratiquement tout perdu et ont été renvoyés avec seulement ce qu'ils pouvaient emporter. Rassemblés en quelques jours, parfois marqués d'une croix gammée, les Allemands des Sudètes sont entassés dans des wagons à bestiaux. En mai 1945, plus de 20 000 germanophones de Brno, essentiellement des femmes, enfants et personnes âgées, sont expulsés et contraints de marcher en direction de l'Autriche. Ce périple de près de 60 km provoque le décès de plusieurs milliers de personnes, entre 1700 et 5200 selon les sources. Nous n'avons à ce jour aucune preuve formelle qu'Erna et sa famille aient été expulsés, mais cela est plus que probable. On comprend dès lors pourquoi ce certificat de communion prend une valeur aussi importante. Juridiquement, ce document n'est pas un papier d'identité, mais pour la personne et la famille, cela reste une preuve de trajectoire. Voilà d'où je viens, voilà ma religion, voilà mon nom.
Dans beaucoup de familles germanophones d'Europe centrale, ces certificats étaient gardés avec les photos, livres et papiers importants parce qu'ils fixaient une date, un lieu, une existence sociale. On comprend donc très bien pourquoi ce document a été conservé aussi soigneusement. On ne peut toutefois pas le suivre exactement depuis les Sudètes des années 40 jusqu'à la Dordogne de 2025. Pour cela, il faudrait pouvoir suivre Erna et Kurt dans leurs déplacements. Résident-ils à Rumbourg au moment de l'expulsion? Ont-ils rejoint l'Autriche où ils avaient des contacts? Le font-ils par la suite? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans une prochaine étape. Cette démarche, concernant des personnes disparues, déplacées, dans des contextes de conflit, nous est moins familière. Si vous avez des indices, des sources, des méthodes de travail que vous avez appliquées avec succès, nous serons très heureux de les connaître et d'en discuter avec vous. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.